Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de David Brunner, chercheur de pierres de rivière, de morphologie et composition unique des joyaux de la nature. Nous sommes quelques jours après des pluies abondantes qui ont charrié des pierres dans les torrents. Allons voir si la récolte est bonne en remontant le lit de la rivière. J'ai rendez-vous avec David qui est à la recherche des belles pierres un peu dans toutes les Alpes suisses, valaisannes, bernoises, tessinoises et grisonnes, avant de les polir et les transformer en objets d'art ou en bijoux. Pour expliquer la formation des pierres présentée par David, faisons un petit détour par la théorie des plaques tectoniques. Au niveau de la Méditerranée, s'affrontent deux plaques majeures, la plaque eurasienne et la plaque africaine, et plus particulièrement la plaque adriatique qui couvre une partie de l'Italie, de la mer Adriatique et de la côte croate. Cette plaque, poussée vers le nord par la plaque africaine, a créé la chaîne des Alpes à des aires différents. Salut David, j'ai une première question. Qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer ce métier? Autrement dit, quelle formation as-tu acquis pour le pratiquer? Aucune formation alors. Je suis arrivé là, c'est parce qu'avant je cherchais des cristaux. Et j'ai un ami cristallier qui m'a dit un jour, viens avec moi, j'ai un truc à te montrer pour aller chercher typiquement les pierres que je cherche ici actuellement, les ardoisapyrites. Après, je me suis retrouvé passionné par toutes ces pierres et tout ce qu'on pouvait trouver ici. J'ai suivi aucune formation, il n'y a rien qui existe. C'est quand j'ai vu qu'il n'y a personne ici en Suisse romande qui faisait ça. Ça m'a motivé à polir des pierres pour refaire des bijoux, mais j'ai vraiment tout appris tout seul. Il n'y a personne qui m'a expliqué quoi, comment. J'ai vraiment bûché, essayé des trucs jusqu'à ce que j'aie des bons résultats. Quels sont les terrains favorables pour trouver ces fameuses pierres? Alors ici, comme par exemple ici, les rivières, c'est l'idéal. Après, plus haut en montagne, il y a les moraines de glaciers. Il y a des anciennes carrières abandonnées. Des fois, dans les prés, sous les prés, on peut trouver des trucs intéressants. Par exemple, quand ils labourent les champs. Après, sur des routes d'alpage. Vraiment partout où on peut voir des pierres. Alors la question à 100 balles, tu peux m'indiquer sur une carte où sont ces différents endroits pour que je puisse moi-même aller en chercher? Oh non, ça se dit pas les choses comme ça. Mais après, en regardant mes publications et tout ce que je mets, et puis en recherchant un petit peu sur internet, un peu dans tous les sens, on peut trouver déjà pas mal de renseignements qui peuvent nous guider pour tâtonner. Et puis à force de tâtonner, de chercher, on finit par trouver. Au cours des millénaires, toutes ces couches se sont empilées, mélangées, amalgamées, compressées. Certaines ont plongé en profondeur, tandis que d'autres émergeaient. Ainsi, de la mer de Tétis ont émergé des montagnes. Des roches composites, souvent très dures, se sont amalgamées sous l'effet de la compression. Certaines sont devenues des galets avec le frottement et ont été charriées par les cours d'eau. Est-ce que ça t'arrive de faire appel à des spécialistes, des minéralogistes, pour identifier une certaine pierre? Oui, ça peut m'arriver de poser des questions autour de moi à ceux qui pourraient plus s'y connaître, qui ont fait de la géologie et tout. Mais après, si on veut vraiment savoir pour certaines pierres, il n'y a rien d'autre qu'une analyse qui peut déterminer qu'est-ce que c'est comme pierre. Il y a certaines pierres qui aiment bien garder leur mystère. Voilà alors. Vous montrer le style de pierre que je recherche avant de les casser. Là, on peut voir, c'est des pierres noires arrondies. Et puis, on peut déjà voir un petit peu les pyrites ici qui dépassent. Et après, je vais les casser avec la massette pour voir s'il y a vraiment quelque chose dedans. La grande surprise, quoi. Exactement.
Ok. Alors. Avec un petit peu de quartz blanc mélangé à la pyrite pour donner un petit truc en plus au tout. Et là, ce qui m'a permis de savoir que la pierre était bonne, c'est vraiment qu'on voyait les pyrites depuis l'extérieur très bien comme ici. Après, en cassant, ça confirme que les pyrites venaient vraiment très bien à l'intérieur. Ainsi se balade David avec pioche et massette sur des terrains propices à de belles découvertes que nous allons bientôt retrouver sur les marchés locaux. Mais avant cela, il faut passer par l'atelier. Est-ce que dans le cadre de tes balades, est-ce qu'il y a eu une expérience unique, extraordinaire que tu pourrais nous relater maintenant? Oui, alors, la découverte de ma vie, c'est la lazulite du Stockhorn au Zermatt, où depuis le début que j'ai commencé à chercher ces pierres, ça a été mon fantasme. Et là, cet été, avec un gros coup de chance, j'ai pu trouver cette fameuse lazulite, un nouveau filon, qui est vraiment la découverte de ma vie, quoi. Je peux vous montrer, c'est en pierre brute, c'est une pierre qui ressemble à ça. Ça, c'est un petit morceau, quoi. Tout bleu, tout joli. Et après le polissage, là, typiquement, là, une jolie pierre arrondie de cette même lazuli. Donc les autres morceaux, tu les as laissés sur place encore? Pour les autres? Non, non. Non, non, ça c'est trop précieux. C'est une des pierres les plus rares du monde. Cette qualité ne s'est trouvée qu'à Zermatt. Et en plus, ça fait des décennies qu'officiellement la zone est épuisée. Donc là, c'est vraiment la découverte de ma vie, quoi. C'est quelque chose qui arrive qu'une seule fois dans sa vie, une découverte pareille. Nous sommes maintenant dans l'atelier de David pour le voir façonner ses pierres. Déjà, première étape, scier les pierres. J'utilise une scie circulaire avec une lame de scie diamantée, 25 cm celle-là. Ça permet de couper des pierres de jusqu'à 12 cm, voire plus en les retournant, mais c'est un peu compliqué. Et l'avantage d'une lame diamantée comme ça, c'est qu'elle ne coupe pas les doigts. Et la chose aussi importante, c'est qu'il y a de l'eau dans le réservoir ici. Comme ça, la lame, elle va passer dans le réservoir et ça va humidifier la pierre à la coupe et tout. Ça va empêcher les poussières toxiques et de chauffer aussi. Voici un morceau de marbre de Saillon en Valais. Normalement, je mets un masque, mais juste pour montrer, là, ça ira, quoi. Et là, ça fera un joli morceau de caillou pour faire une pierre arrondie comme ça, jolie. Alors, d'une fois que la pierre est sciée, il reste... Je scie beaucoup des plaques pour faire les pendentifs, mais là, pour vous montrer, il reste toujours le petit bec d'aigle ici que je vais juste enlever ça avec la machine à polir. Voilà, donc là, j'ai pu enlever le bec d'aigle et la pierre, si ce serait une plaque, elle serait prête à faire pour le début du polissage des plats. Et si on veut faire une pierre arrondie, on continuera la formation avec le gros grain ici. Et puis ça, c'est du grain 360 pour finir la formation avant de continuer le polissage. Donc c'est pour fignoler l'arrondi. Ouais, exactement. Et après les plaques, une fois qu'elles sont sciées, je les mets sur des machines vibrantes comme ça avec un peu d'eau et des poudres de polissage comme ça, au grain 80 pour enlever les marques de la scie et après au grain 400 pour lisser la pierre, pour qu'après pour des pendentifs ça soit prêt pour le polissage. Et après les plaques dans la machine là, ça reste à peu près 2 jours de chaque côté pour que l'effet soit bon. Et d'une fois que les plaques sont finies d'être pré-polies avec les 2 machines là, je les scie
pour préparer des petits pendentifs que je vais former et polir avec la meuleuse ici. Alors là, je vais former le pendentif avec la roue gros grain ici et puis le grain 60-60 après pour fignoler l'arrondi. Et après, d'une fois que la pierre elle est formée, je vais utiliser des roues diamantées et souples au grain 600 et après 1200 et pour finir 8000 pour le polissage de la pierre. Voilà, donc là on a fait la première partie du polissage au grain 600, après on doit encore faire au 1200, au 8000 pour que ça donne le résultat fini. Ouais, après c'est toujours difficile à dire combien de temps ça prend, ça dépend les pierres et tout. Et il y a le sciage, s'occuper des machines et tout. Mais juste à la meuleuse, d'une fois que la pierre est préparée à former le pendentif, pour des plats comme ça où il y a juste à former le bord, c'est encore assez rapide, je pense qu'en 10-20 minutes, c'est fait. Et après, pour une pierre plus arrondie, là, la formation prendra beaucoup plus de temps. Le polissage aussi, mine de rien. Et du coup, on met 2-3 fois plus de temps pour une pierre. Et ça, c'est un tonneau vibrant que j'utilise assez rarement, mais quand je fais des pierres arrondies, j'utilise pour mettre les pierres arrondies que j'aurais formées dedans avec plein de petites pierres, un petit peu de poudre au grain 400, un petit peu d'eau et je laisse tourner 24 heures pour qu'à la fin, les marques de la formation elles se soient enlevées et puis que je puisse commencer le polissage à la meuleuse avec beaucoup moins d'efforts, sans avoir besoin de tout contrôler, que les marques soient parties. Donc ça me permet un gain de temps en utilisant une étape en plus. Et là, d'une fois qu'on a fini de polir notre pierre au grain 8000, qu'elle est toute jolie et tout, on va la percer avec une petite perceuse à forêt diamantée trempée dans l'eau. C'est pas une perceuse professionnelle, mais ça me permet déjà de faire presque tout ce que j'ai besoin de faire. David est, à ma connaissance, le seul artiste lapidaire qui expose sur les marchés et les foires de Suisse romande. Il y a beaucoup de randonneurs qui vont à la chasse des belles pierres, mais rares sont ceux qui les façonnent, les polissent. David est présent chaque vendredi au marché de Sion. Il s'est rendu récemment à Vissois, Lausanne-Ouchy et d'autres villes de Romandie. Ce matériel brut provient la plupart du temps du Valais, du Tessin et des Grisons, mais en tous les cas toujours de la Suisse. Ces pierres sont polies. Elles peuvent être percées pour être montées en collier ou en bracelet. Dans la bouche des minéralogistes, on entend des mots savants comme lazurite, andalusite, radiolarite, rhodonite, sigmaragdite, essonite, contenant des minéraux comme le fer, magnésium, calcium, aluminium, silicium, cuivre, titane, manganèse, mais aussi des coques d'animaux marins, témoins des bouleversements tectoniques. Rappelons que la fosse valaisanne de l'océan Thétis a précédé la formation des Alpes. C'est son fond océanique qui a nourri en partie cette chaîne de montagnes. Les gens se posent la question, pour un tel objet, comment est-ce qu'on définit son prix ? Alors ce qui détermine le prix, c'est surtout la rareté de la pierre. Après, il y a sa beauté, la disponibilité dans le gisement. Et ce qui fait que c'est pas donné, c'est aussi que ça coûte cher.
aller les chercher pour les machines, les consommables, l'électricité, l'inscription pour les marchés, enfin plein de frais, quoi. Et après, il faut aussi savoir qu'elles existent, il faut prendre le temps d'aller les découvrir. On n'en ramène pas des tonnes à chaque fois. C'est tout à la main, c'est tout à pied. Donc c'est pas si facile que ça, quoi. Vous pouvez à tout moment retrouver l'artiste sur Instagram, Pierre de Suisse, ou vous y inscrire pour suivre ses découvertes et ses réalisations.